qu'il y a eu avec toutes les perspectives, toutes les problématiques qui ont été posées, ce que je vais vous dire peut paraître un peu à côté. Mais ce n'est pas à côté, je Exactement. crois. Je crois que nous sommes dans le début d'un processus, qui est le processus dont nous avons parlé, et là maintenant. Donc c'est pas mal d'aller un peu aux origines pour comprendre peut-être quelques mécanismes qui se sont mis en place en 1948 et que nous subissons jusqu'à aujourd'hui. Alors, 1947, c'est le début de la guerre froide. Ça signifie quoi, le début de ces 2 ans après la Deuxième Guerre mondiale, 2 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. 2 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis ont la bombe atomique, les Russes ne l'ont pas, les Soviétiques ne l'ont pas. 47, 49, elle va avoir le camp soviétique va finalement avoir la bombe atomique et on pourra parler, je ne sais plus qui est-ce qui a parlé, d'équilibre de la terreur. C'est-à-dire il va y avoir le camp américain et le camp soviétique. Mais ce camp américain sort de la guerre victorieux, il est le plus grand victorieux. Les soviétiques sortent de la guerre en 2e position. Donc ce sont les 2 super grands qui ont des visées sur le monde. C'est le monde entier qui est concerné, c'est pas telle ou telle partie. Donc les Américains, ils ont la bombe atomique, ils raflent une bonne partie de l'Europe, et ils raflent quelques mouvements, quelques pays d'Afrique, d'Afrique du Nord, etc., qui déclarent leur allégeance en quelque sorte. Du côté russe, il y a avec le Vietnam, qui est en pleine guerre d'indépendance, il y a la Chine, qui est très proche d'eux, et il y a les républiques, ce qu'on appelle les républiques populaires, les républiques de l'Est, et il y a l'Afrique, et en particulier l'Afrique du Nord. L'Afrique du Nord qui se trouve sous domination française, elle fait partie de l'Empire français. Tberrina. Après la fin de la guerre, on ne parle plus d'Empire français, on parle d'Union française. Cette Union française qui est conçue de 2 façons. De Gaulle la conçoit d'une façon très... on est tous copains, etc. Il n'y a pas de colonie, mais finalement le masque sera baissé. Les communistes la conçoivent comme étant une espèce de confédération dans laquelle tout le monde est égalitaire, avec le consentement mutuel. Donc c'est un peu sur le modèle des républiques socialistes, on fait une confédération dans laquelle il y a un centre, dans notre cas ça serait la France, et les petits pays de l'Afrique du Nord se fédéreraient avec la France dans une union fraternelle qui s'appelle l'Union française. Donc voilà la situation. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les Américains, ils ont l'œil sur cette Union française et qu'ils n'ont pas du tout l'envie de la céder aux Soviétiques. Et les Soviétiques, ils craignent l'indépendance des colonies de l'Union française parce qu'ils se disent, ces peuples qui vont être indépendants, ils vont basculer chez les Américains. Et les Américains, ils sont là aux aguets. Exact. Nous avons un homme comme Bourguiba qui déjà, même après la fin de la guerre, qui essaye de nouer des relations avec l'Amérique, il crée un bureau à Washington, je crois, et il est soutenu par les Américains, dont un de ses grands représentants déclare il est bien Bourguiba, c'est un bon anticommuniste. Oui. Voilà, donc les choses sont claires. Sans compter que ces partis nationalistes d'Afrique du Nord adhèrent pour la grande partie à la Ligue arabe. La Ligue arabe qui a été créée, comme disait Charles-André Julien, par le roi Farouk. C'est-à-dire par des idéologies arabes rétrogrades, pas parce qu'elles sont arabes, c'est parce qu'elles sont rétrogrades, et à moitié esclavagistes, etc. Et qui ne posent pas du tout ni le problème de la démocratie, ni le problème de l'égalité, ce n'est pas du tout leur problème. Et qui sont soutenus par les Britanniques, en plus. Donc, cette Ligue arabe, elle est très suspecte pour les communistes. Et les nationalistes
participe aux travaux de la Ligue arabe. Et d'ailleurs, Bourguiba, il prononce quelques discours à la radio, une radio dans laquelle il y avait beaucoup de leaders de la Ligue arabe. Le fait est, la voix des Arabes, Sout al-Arab. Donc voilà la situation en 1947, au moment où se déclare la guerre froide. En Tunisie, que se passe-t-il? Il y a un parti communiste qui, sortant de la clandestinité après la guerre, il est le seul parti légal d'ailleurs. Les Destouriens, ils étaient suspectés d'alliance avec les forces de l'Axe, ils étaient même recherchés. Bourguiba était allé se cacher chez les Mtawa à Bab el-Khadra, à Toronja. Il était allé se cacher parce qu'il était... Et qui a permis que Bourguiba soit finalement, on ne l'ennuie plus. C'est l'intervention du consul américain en Tunisie. C'est lui, par l'intervention du consul américain, qu'il a pu, que les autorités coloniales l'ont laissé tranquille. Donc, ce parti communiste, il sort le seul légal. La première chose qu'il veut faire, c'est se renforcer, et l'autre, l'expansion du Parti communiste. Donc, se renforcer par l'adhésion, campagne d'adhésion, etc. L'expansion, il crée l'expansion en milieu paysan, et donc il parle un peu d'expropriation, de réforme agraire, mais surtout ils essayent de construire quelque chose en milieu paysan. L'expansion dans les milieux du commerce et de l'artisanat, où il crée des syndicats, l'expansion chez les femmes, l'Union des femmes de Tunis et l'UNEF, l'Union des femmes l'UNEF, c'est voilà. Donc l'Union des femmes communistes, elle est créée en 1945. En 1945, c'est bien ça. Et à la même date, ils remettent en circulation l'Union des jeunes filles, qui avait été créée en 1939, dissoute avec la dissolution du parti après le pacte germano-soviétique, et qu'ils remettent en circulation les jeunes, un travail auprès des jeunes. D'ailleurs, Paul Sebag, il a été un peu approché à cette période, bien qu'il a fait la guerre, etc. Il était parmi les communistes qui étaient dans la clandestinité. Donc, après la guerre, il fait partie de ces cadres actifs, etc. Nefra, à l'époque aussi, un militant qui s'appelait Delegi, qui a ensuite travaillé à la STEG, etc. Donc, il y a une forme de développement. Et à partir de 1946, il commence réellement à adopter le mot d'ordre d'indépendance nationale. Donc, c'est important, parce qu'en pleine guerre froide, se croisent l'indépendance nationale, le mot d'ordre, les luttes pour l'indépendance nationale, et les luttes pour la conquête de la guerre froide contre l'impérialisme américain. Les luttes pour l'indépendance nationale, au fond, le Comenform, quand il s'est créé en 1947, et le rapport Zdanov de 1947, ils étaient tout à fait pour les indépendances nationales. Sauf que, dans le cas de l'Afrique du Nord, il y avait le problème de l'Union française. Et que les communistes du PCUS n'avaient pas envie de se mettre en divergence avec l'Union française, d'autant plus que cette Union française, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle leur convenait, elle gardait en l'état l'Empire français pour éviter qu'il tombe chez les Américains, et puis ce n'était pas la peine d'ouvrir un nouveau front par rapport à la guerre d'Indochine, parce qu'à l'époque il y avait la guerre d'Indochine. Donc les Français ne voulaient pas un nouveau front en Afrique, et les Américains,
Ça les intéressait que les choses restent en l'état, et les soviétiques aussi. Les Américains craignaient qu'en tant que mouvement d'indépendance, ils tombent chez les soviétiques. Les soviétiques craignaient qu'en tant que mouvement d'indépendance, ils tombent chez les Américains. Surtout que Bourguiba avait une très grande popularité. Donc voilà où on était en 1948. Tout se passe bien jusque-là. Et puis quelques mois avant le 3e congrès du Parti communiste, il commence à y avoir des discussions pour le rapport moral que va présenter le secrétaire général au congrès, au 3e congrès. Ces discussions révèlent des conflits très sérieux, des conflits si profonds que un mois avant la tenue du congrès, Ali Jalad est exclu du parti. Donc, le congrès devait se tenir le 7 mai 1948, devait se tenir en mai 1948. Ali Jalad est exclu du parti, secrétaire général, hein, il est exclu du parti le 7 avril 1948. Alors, qui était Ali Jalad? C'était un militant, comme il y en avait beaucoup à cette époque. Il est né à Metouia, dans le gouvernorat de Gabès. Il a tout de suite participé à Tunis, quand il est venu avec sa mère, au mouvement des étudiants, au renouveau culturel. Il a connu Tarek Haddad, il a connu Ali Douraji. Il était dans cette espèce de mouvance. Et il a participé au mouvement contre la guerre du Rif et la guerre de Syrie, qui était menée par les étudiants zétouniens. Il se fait arrêter en 1926. Il se fait arrêter en 1926 pour distribution de tracts colonialistes. Il passe 2 ans en prison. Anticolonialiste. Anticolonialiste. Il passe 2 ans en prison. Il sort. Alors, pendant ces 2 ans, il s'initie à quoi? Il s'initie au marxisme, par en prison, oui. Et il s'initie à la langue française, parce qu'il était de formation entièrement arabophone. Donc, quand il sort, il adhère au Parti communiste. Il adhère au Parti communiste, il devient un des cadres dirigeants du Secours Rouge international, qui était sous obédience communiste. Et il va faire ensuite, en 1933, une formation à l'Université des peuples d'Orient, à Moscou. Il revient en 1933 en Tunisie. Il participe à tout l'activisme et tout le militantisme des communistes à l'époque. Et il se fait arrêter en 1935. À 2 reprises. Il se fait arrêter en avril et il se fait arrêter 2 mois plus tard. Il rejoint les communistes et les destoriens détenus à Borges-le-Beurre. Ils sont libérés avec le Front populaire. Le parti fait son... Alors, en 1936, il est coopté en tant que secrétaire du parti. En 1939, le Parti communiste fait son congrès et il l'élit secrétaire général du parti. Un ou 2 mois plus tard, le parti est dissous parce qu'il adhère au pacte germano-soviétique, bien sûr, allégeance faisant. Il entre dans la clandestinité, il est arrêté, il est mis à Maktal en résidence surveillée, il s'évade de sa résidence surveillée 1 année plus tard, voilà, 1 année et demie plus tard. Il rejoint les rangs du parti dans la clandestinité jusqu'à la fin de la guerre. À la fin de la guerre commence donc cette fameuse extension dont j'ai parlé tout à l'heure. Le parti met en priorité, à la fin de la guerre, l'indépendance nationale. En 1948, il y a la guerre froide et il y a les directives de Zhdanov, du rapport Zhdanov. Alors, que dit cette directive-là, du rapport Zhdanov, si je la retrouve ici? Qui bon, ça n'a pas d'importance. Les directives du rapport Zhdanov qui dit il faut que tous les partis communistes soient sur la même position par rapport à l'anticommunisme, à l'anti-impérialisme, à l'anticommunisme américain. Et l'objectif
le premier objectif du camp soviétique, c'est lutter contre l'impérialisme américain. Ça, et bien entendu, ils ne reconnaissent pas une éventuelle troisième force. La troisième force, c'est-à-dire la force que pourraient représenter les pays coloniaux, voilà, les forces pour l'indépendance nationale. Ils ne les reconnaissent pas. Ils vous disent non, non, il n'y a pas de troisième force. On est ou avec le camp soviétique ou avec le camp américain. Et les partis communistes sont sommés de se positionner, bien entendu, avec le camp soviétique. Ce que font les communistes tunisiens, ils laissent tomber l'indépendance, la direction du parti communiste, ils laissent tomber l'indépendance, il adopte l'objectif premier des luttes du peuple tunisien, c'est la lutte contre l'impérialisme américain. Ce à quoi s'oppose Ali Jalad. Parce que depuis 1946, ils ont mis en premier les luttes pour l'indépendance. Et l'indépendance était l'objectif prioritaire. Donc, il est exclu d'abord par sa cellule. Donc, il y a des discussions très très violentes avec la direction du Parti communiste tunisien et le représentant de la commission coloniale. C'était l'aile africaine, enfin... Oui, du Parti communiste français. Et il s'appelait André Marty. André Marty vient en Tunisie, déjà il avait fait des ravages en Algérie, il vient en Tunisie, il discute avec les membres de la direction, il arrive à les convaincre. Et les membres de la direction, sous les ordres de Marty, décident, d'exclure Ali Jalad du parti, et d'adopter le mot d'ordre d'indépendance illico presto, très vite. Et tout se passe très vite, effectivement. Donc, il commence par on le change de cellule. Il était dans une cellule à Bab el-Khadra, il devient dans une cellule à Lafayette. Il était dans la cellule de Bab el-Khadra depuis 2 ou 3 ans. On le met dans la cellule de Lafayette, dans laquelle il ne restera pas longtemps. Le 14e jour, c'est la cellule 502. Le 14e jour, il est exclu de sa cellule, de cette nouvelle cellule de Lafayette. Il est exclu sans quorum. La cellule comportait 34 membres. Le jour de son exclusion, décidé par le secrétariat à la réunion de la cellule, vient un représentant du secrétariat qui s'appelle Stouki. Donc, ordre du secrétariat, il faut exclure Ali Jalad. Il y a 34 membres. Présents, 11 membres. Donc, il n'y a déjà pas le quorum au niveau de la présence. Et au niveau du vote, 9 sur 11 votent l'exclusion. Donc, sur 34 membres, il y en a 9 qui ont voté l'exclusion. Illico presto, la cellule vote l'exclusion le lendemain. Le comité de section approuve la décision. Et le 10 avril, donc tout ça s'est passé le 7 avril, le 10 avril, le comité central approuve la décision. Il est exclu. La direction publie une mise en garde contre lui dans les 2 journaux du parti, Talera pour les journaux arabes et l'Avenir de la Tunisie pour les journaux en français. La mise en garde, c'est le 16 et 17 avril. Et il est interdit d'assister au congrès. Il n'a pas le droit. Le congrès se tiendra au début mai. Il n'aura pas le droit d'assister au congrès. N'ayant pas le droit d'assister au congrès, il enverra une lettre dans laquelle il explicitera, d'abord il dénoncera la forme de cette exclusion, le manque de quorum, tout ça allait à l'encontre du règlement intérieur. Et la campagne de dénigrement, parce qu'après il y a eu la campagne de dénigrement, on a dit tout ce qu'on voulait sur lui. Ça entrait dans le cadre de... Et dans sa vie personnelle aussi. Dans la mise en forme. Et puis, dans cette lettre, il parle des problèmes de fond. Donc, il cite 5 points. Je vais vous citer les 5 points, mais je vais détailler le premier seulement. Donc, le premier point, par quels moyens concrets avons-nous à lutter en Tunisie contre l'Amérique de Truman et le camp impérialiste qu'elle dirige? Premier point. Deuxième,
quelles sont les aspirations nationales que notre parti aura à exposer, à propager et à défendre pour rassembler autour d'elle les masses populaires de notre pays. Troisième point, comment préciser notre mot d'ordre, la terre à ceux qui la travaillent, dans les conditions actuelles. Quatrième, comment envisager le cadre de l'union avec le peuple français dans l'immédiat et dans la perspective. Et enfin, dernier, comment donner à notre Parti communiste tunisien un visage et une physionomie réellement nationale. Donc, le premier point, c'est c'est la pierre angulaire de tout le reste. C'est quoi ce premier point? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, en donnant au mot d'ordre de libération nationale et liberté leur véritable signification, qui n'est autre que le droit à la libre disposition, le droit à l'indépendance nationale, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et il dit que ce sont deux revendications, ce sont des revendications qui ont toujours été les nôtres. Le Parti communiste, quand s'est créé la section de la SFIC, c'est-à-dire la section française de l'Internationale communiste, lorsqu'il a été créé au début en 1920, en tant que section tunisienne de l'Internationale communiste, le premier mot d'ordre, c'était l'indépendance. C'est le premier parti qui a parlé de l'indépendance. Même Thalbi n'a pas parlé de l'indépendance. Dans la Tunisie martyre, il ne parlait pas de l'indépendance. Il parlait de droits des Tunisiens, on est dans un espèce à l'intérieur de la... Voilà. De la... Mais le Parti communiste, dès sa création, il a parlé de l'indépendance. D'ailleurs, il a été très vite dissous. Dès sa création ou après 48? En 1920, sa création. Dès sa création, il parle d'indépendance nationale. A parlé d'indépendance. Il y a des documents. Il y a une déviation après. En 40 et ensuite, après 1920, il y a eu des moments où il en parlait, puis des moments, par exemple la guerre antifasciste par exemple, où ça passait en deuxième position. En 48, ils ont maintenu le cap, Ali Jalat. Et ceux qui le soutenaient ont maintenu le cap qui était décidé en 1946, comme quoi l'indépendance c'est l'objectif prioritaire. Et c'est lutter pour l'indépendance du pays, c'est la meilleure façon d'appliquer la politique de Truman, d'appliquer la politique du rapport Zhdanov. C'est la meilleure façon. Si on veut lutter contre l'Amérique de Truman, il faut lutter contre l'impérialisme français sur notre sol. Parce que ce n'était pas l'impérialisme américain qui était sur le sol américain, c'était l'impérialisme français. Donc, lutter contre l'impérialisme français en Tunisie, c'était lutter contre l'Amérique de Truman. C'est ça le... Alors bien sûr, les autres, quelles sont les aspirations nationales qu'il faut défendre? L'indépendance. Comment préciser notre mot d'ordre, la terre à ceux qui la travaillent? L'expropriation des terres qui étaient entre les mains des gros colons et de la colonisation et des féodaux. Donc une réforme agraire avec l'expropriation. Voilà. Comment envisager le cadre de l'union avec le peuple français? Il le dit carrément, l'union telle qu'elle a été adoptée par la Constitution française, qui avait supprimé la droite et les gaullistes avaient supprimé à l'époque le consentement, l'égalité. Donc ce n'était plus qu'une nouvelle version de l'Empire français. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, dans la nouvelle conception, il ne s'agit plus d'adhérer à l'Union française, il s'agit de construire avec le peuple français une union anti-impérialisme américain. Et cette construction, ce qui sortira de cette construction, c'est quelque chose de beaucoup plus progressiste et beaucoup plus démocratique et beaucoup plus égalitaire que l'Union française. Et l'Union française a été pulvérisée. Comment donner à notre Parti communiste tunisien un visage et une physionomie réellement nationale?
il n'était plus question de tunisification, parce que depuis les années 30, il parlait de la tunisification. Parce que dans le Parti communiste, il y avait beaucoup d'éléments français, européens, etc. Italiens. Donc, le mot d'ordre des Tunisiens, c'était de dire il faut tunisifier. Il faut que tous les membres du parti, et surtout tous les membres de la direction, soient tunisiens. Il n'est pas question qu'il y ait des Français. C'est vieux, la tunisification. Alors là, il vous dit, il faut construire un parti et lui donner une physionomie réellement nationale. Ça signifie, le problème, c'est pas une question de mettre un Tunisien à la place d'un Français. Le problème, c'est d'adopter réellement une position nationale par rapport au pays, c'est-à-dire indépendantiste. Voilà pourquoi tous les points qui viennent après le premier sont intégrés dans le... Voilà. Donc, on peut dire que ces divergences délimitaient en définitive les contours d'un véritable cadre d'analyse nouveau au sein duquel Ali Jalad définissait une stratégie politique nouvelle pour le Parti communiste, qui non seulement ne s'éloignait pas de la guerre des blocs, mais la guerre des blocs telle qu'elle était énoncée dans le rapport Zhdanov, mais s'y insérait. Cette nouvelle ligne politique lui paraissait d'autant plus nécessaire et urgente qu'à la veille du Congrès, le parti enregistrait le constat de son affaiblissement sur le plan interne et syndical, du fait même de son adhésion à l'Union française. Il avait perdu beaucoup de militants par son adhésion à l'Union française. À côté, les néo-historiens qui demandaient l'indépendance, il paraissait beaucoup plus en avant et les gens allaient là-bas. Et le truc particulier, ça a été le rapport entre l'USTT et l'UGTT. L'UGTT et l'USTT, l'Union des syndicats travailleurs tunisiens, qui dépendait du PC. L'UGTT, en 1946, rafle une bonne partie de la base syndicale. L'USTT passe de 70 000 adhérents en octobre 1946, 70 000, à 28 000 9 mois plus tard. Ce qui réduisait considérablement l'audience du PCT, non seulement sur la scène syndicale, mais aussi en milieu populaire où le recrutement était de plus en plus difficile. Ce constat de l'affaiblissement du parti et de son influence ne pouvait que diriger Ali Jalad vers la nécessité de redresser le parti, de lui donner une physionomie nationale, réellement nationale, en le débarrassant dans sa ligne politique comme dans sa direction de tout ce qui pouvait laisser planer un doute sur la volonté d'être le seul parti capable de prendre en charge toute la cause nationale. Et c'était quoi toute la cause nationale? C'était la cause indépendantiste et démocratique. Les historiens ne parlaient pas de la démocratie, ils ne parlaient que de l'indépendance. Si le Parti communiste avait parlé de l'indépendance et de la démocratie, s'engager dans une autre ligne. Alors, il n'était donc pas question pour lui de ne pas voir dans l'impérialisme français et les féodaux qui le soutenaient l'ennemi principal du peuple tunisien. S'engager dans une autre ligne en faisant de l'impérialisme américain l'ennemi numéro 1, c'était condamner le parti à se marginaliser auprès des couches populaires. C'est-à-dire, ou même à disparaître de la scène politique, qui est une voie dangereuse dont il parle dans sa lettre, que dénonce Ali Jalad à la fin de la lettre au 3e congrès. Donc il y avait un enjeu de taille. Il exista donc, parce qu'en plus il faut prendre en compte la manière dont s'est fait l'exclusion, très rapidement et d'une façon
Il existe donc au sein du PCT en 19...